Madame, Monsieur, bonjour, bonjour à tous, bienvenue, nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM, Taxi Presse de ce jeudi. Notre invité, Fulbert Sassou Atisso, président du parti Le Togo Autrement, membre de la coalition de 14 partis de l'opposition. Ce matin, avec lui, nous souhaitons aborder les grandes questions de l'heure. La dynamique contestataire qui dure depuis 14 mois semble s'orienter aujourd'hui vers la CENI. Et nombre des acteurs ne cachent plus leur déception, même si on finira toujours par les élections. Tout processus électoral sans les réformes préalables revient à mettre à nouveau le pays en crise, déclarait encore le révérend père Pierre-Marie Chanel à Fogno. Une déclaration, il faut le dire, qui intervient au moment où on note pas mal de difficultés dans l'enrôlement des électeurs, enfin des électeurs. Ce matin, on abordera le sujet, c'est vrai, mais aussi nous parlerons du manifeste du parti Le Togo Autrement, une sorte de déclinaison de vision claire. On va y revenir. Vous aussi, auditeurs, vous aurez la possibilité d'interroger Fulbert Atisso sur ses prises de position. Bienvenue. Retour en studio et comme annoncé, notre invité ce matin, c'est le politique, je suis journaliste, Fulbert Sassou Atisso, le président du parti Le Togo Autrement. Fulbert, bonjour. Bonjour Eric Gatton. Merci de nous avoir rejoints. Merci pour l'invitation parce que j'étais à peine rentré au pays quand vous m'avez invité, c'est un honneur. Mais... Ça prouve que j'ai quand même une certaine importance à vos yeux. Nous suivons l'actualité. Merci beaucoup. Et au vu de l'actualité, nous désignons... il semble que vous êtes devenu saint. C'est le pape qui vous a canonisé. Il n'a pas le pouvoir pour ça. Il n'a pas le pouvoir pour le faire. Oui. C'est ça. C'est entre vous et Dieu. C'est bien cela. Ah oui. Pourquoi est-ce que vous vous êtes effacé complètement de la politique ? Non, pas du tout. Ne posez pas cette question-là. C'est trop hardi de dire les choses comme ça. Nous ne nous sommes pas effacés parce que vous savez que la configuration politique du pays a changé depuis la naissance de la coalition des 14. Oui. Donc on voit très peu les partis politiques sur le terrain. C'est plutôt un travail de groupe, de regroupement que nous sommes en train de faire. Et ça fait que nous n'avons pas beaucoup de présence en tant que parti sur le terrain. Et puis moi-même, il faut dire aussi que j'ai l'habitude de voyager pour faire des consultations. Sur les dernières périodes, j'étais au Mali pour des consultations et puis ensuite pour l'observation électorale. Je crois qu'il serait intéressant que nous revenions ici pour parler des élections au Mali. Oui. Quelles sont les corrélations qu'on peut faire avec le contexte électoral du Togo? Je pense que ça peut être intéressant pour les auditeurs et auditrices parce que j'en ai tiré quand même quelques expériences qui peuvent servir à notre pays. Je ne me suis pas effacé. Nous sommes dans la coalition des 14. Mes cadres vont toujours aux réunions de la coalition et nous prenons les décisions ensemble au sein de la coalition. Donc, parler d'effacement de ma personne ou de mon parti, ça n'est pas très juste. Parler de mon absence est plutôt juste. Très bien. Alors, mais quand même, depuis plusieurs mois maintenant, il se passe beaucoup de choses. La scène politique est constamment en ébullition. La C14 a pris quand même des décisions. C'est vrai, vous êtes solidaire à toutes les démarches quand même de la coalition aujourd'hui. Mais quand on vous prend en tant que parti politique, quand vous revoyez le circuit depuis un bon bout de temps, est-ce que vous êtes un homme heureux pour ce pays, Fulbert Atisso? Non, pas du tout. Je ne suis pas un homme comblé. Comblé par la lutte que nous avons engagée au début du mois de septembre 2017, avec précédemment la grande marche du PNP, oui, qui à la suite de cela a appelé au regroupement des partis de l'opposition, ce qui a donné naissance à la C14. Je ne suis pas très satisfait de la façon dont les choses ont évolué, quoique notre parti a un peu participé à cette évolution malencontreuse. Je parle d'évolution malencontreuse parce que il vous souvient très bien que au début de la lutte, à partir de la première marche, les 6, 7 et 8 septembre 2017, nous avions posé des revendications qui étaient claires. Oui. Le retour à la Constitution de 92, le vote des Togolais de la diaspora, la révision du cadre électoral, le déverrouillage des institutions. Je suis au regret de constater, et ça c'est l'analyse de notre parti avec
tous nos militants et tous nos cadres, nous sommes au regret de constater qu'aucune de ces revendications n'est satisfaite à ce jour. Même si, par ailleurs, au sein de la feuille de route, on a proclamé des intentions quant au vote de la diaspora et puis quant à l'aménagement du cadre électoral, rien n'a été obtenu jusqu'à présent. Mais nous avons réussi à mettre des centaines de Togolais et de Togolaises dans la rue. Pour moi, c'était un peu un gâchis. Bon, l'évolution que les choses ont prise, j'allais dire, peut-être que l'erreur essentielle, c'est d'avoir interrompu les manifestations au moment où nous étions en train de dialoguer avec... Vous aussi, vous le regrettez aujourd'hui? Absolument. Nous le regrettons. Parce que il me souvient que quand j'étais venu chez vous ici, j'ai dit qu'il n'est pas question pour la C14 d'arrêter les manifestations au moment où on discutait. Alors, comment est-ce que cette décision est arrivée? Comment est-ce que nous avons arrêté les manifestations au moment où on discutait, alors que nous savons que c'était la seule arme que nous avions, c'était l'arme constitutionnelle par ailleurs, une arme légale, c'était la seule que nous avons. Et même quand vous êtes en guerre et qu'une tierce personne intervienne et dit arrêtez, et ne dépassez pas là où vous êtes, vous allez parler entre vous, parce que les guerres finissent dans le dialogue. Oui, mais vous ne rengainez pas. Vous ne mettez pas, ou bien vous ne jetez pas l'arme que vous avez. Vous tenez l'arme, vous maintenez vos positions et vous dialoguez. J'ai eu l'impression comme si la C14 a jeté l'arme qu'elle avait en disant, enfin, au profit du dialogue. Oui, bien sûr, parce que moi, je ne sais pas comment cette décision est arrivée au sein de la C14. Je n'ai jamais été assis au sein de la C14 pour prendre la décision de la suspension des manifestations. Je ne sais pas où est-ce que cette décision est arrivée. Ah bon? Bien sûr, je ne connais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais tout est collégial, semble-t-il, non? Au niveau de la C14. Est-ce que ce sont les facilitateurs qui nous ont estorqué cette décision en l'inscrivant dans le premier document qui était sorti, je crois, c'était le 2 février où, oui. Voilà, on devait commencer le dialogue. Le 2 février 2018, il y a un document que le ministre guinéen Thibou Camara et le ministre ghanéen Albert Kandapa avaient signé et qui proclamait que les deux parties voulaient entrer en dialogue. Et en même temps, on disait que la C14 suspendait ces manifestations pendant tout le temps du dialogue. Et le pouvoir a constamment utilisé ça pour interdire et empêcher nos manifestations par la suite. Je pense que c'est une autocritique essentielle que je suis en train de faire. D'autres collègues ne pourront pas le dire peut-être, mais moi, je suis un jeune parti. J'ai envie, avec mes collègues, de faire les choses d'une certaine façon et je ne dois pas avoir la langue de bois. Je regrette que nous ayons suspendu nos manifestations et c'est ça qui nous a suivis jusqu'à présent. Ça aurait pu donner autre chose si vous avez maintenu les manifestations à l'époque? Oui, parce que nous sommes en politique. Et la politique, essentiellement, est une question de rapport de force. Tout le monde le sait. Et surtout quand on est en face d'un pouvoir comme celui que nous avons au Togo, un pouvoir de dictature, qui n'entend et qui ne comprend qu'un seul langage, le langage des rapports de force. Nous sommes au Togo, malheureusement, dans ce qu'on appelle la logique des rapports de force. Le pouvoir a les moyens d'État, l'opposition lui oppose la souveraineté populaire, les manifestations. Il n'est pas question normalement que nous cessions d'exercer cette souveraineté populaire, si tant est qu'à un moment donné, nous avons réussi à l'avoir. Ce n'est pas tous les jours qu'on réussit à rassembler les populations pour les mettre dans la rue avec le nombre que nous avions connu sur les dernières Alors, périodes. des démarches certaines que vous regrettez aujourd'hui par rapport donc à la conduite de l'action commune au niveau de la C14, est-ce que vous serez appelé quand même à prendre votre retraite de la C14 ou vous restez toujours solidaire? Non, nous restons dans la C14. Parce que pour l'instant, la C14 est l'instrument de la lutte. Je disais, quand j'étais venu chez vous ici, et même sur les médias où je suis passé, que la coalition, le rassemblement est
une revendication, même une exigence des populations. Ce n'est pas nous les partis politiques qui avons voulu nous mettre ensemble, ce sont les populations qui nous ont déterminés à nous mettre ensemble. Donc on ne peut pas défaire cette volonté populaire qui appelle les partis à exercer une action unitaire. Donc nous ne sortons pas de la C14, nous restons dans la C14, mais nous avons pensé qu'il était temps que notre parti retourne sur le terrain. Parce que quand vous, les journalistes, vous voulez parler de notre parti, le Togo autrement, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que nous ne représentons rien. Oui, parce que si vous n'êtes pas sur le terrain, vous ne représentez pas grand-chose. Écoutez, vous dites que nous ne représentons rien. Peut-être que c'est comme ça que nous sommes perçus partout. Et même y compris dans le regroupement auquel nous appartenons. Je le dis comme ça, parce que quand on vous perçoit comme ne représentant rien du tout, eh bien, c'est dans presque tout le pays. Les gens estiment que nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale. Encore que nous sommes un jeune parti. Aucune élection n'est venue encore depuis que nous sommes nés. Depuis 2015. Depuis 2015, très bien. Deuxième chose, nous avons proclamé notre volonté de faire les choses différemment. Les gens disent, nous ne voyons pas ça, ce que vous avez de différent des autres structures et formations politiques. Et puis, bon, voilà, sur l'action politique aussi, nous avons besoin de nous imprimer une certaine originalité. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé de retourner sur le terrain pour remplir les fonctions classiques qui incombent à toute formation politique. La dernière fois que j'étais ici, oui, j'en fais toujours référence parce que c'était une émission que beaucoup de gens avaient appréciée. J'étais non conformiste, oui, par rapport à tout le landerneau politique, par rapport même au regroupement qui existe. Et vous m'avez demandé si nous avions créé le parti pour du beurre. Oui, bien sûr. Parce qu'au début, on nous voyait sur le terrain et puis après, nous n'étions plus sur le terrain. Nous n'avons plus de présence. Aujourd'hui, nous avons décidé de retourner sur le terrain pour remplir les fonctions classiques du parti. Très bien. On va revenir tout à l'heure sur votre parti, le Togo autrement, puisque samedi dernier, vous avez rendu public le manifeste de votre parti, qui, en résumé, voudrait quand même instaurer la démocratie et la prospérité pour notre pays, le Togo. Mais est-ce que vous percez aussi, peut-être que de l'intérieur de la C14, vous analysez la chose de cette façon, mais est-ce que vous percez aussi toute la déception de ces milliers de Togolais qui vous ont soutenu dans la rue durant les durs moments au Togo, parce que vous leur avez dit que vous allez vous battre à leur côté pour les réformes, pour le vote de la diaspora et les autres. Aujourd'hui, on n'a rien. La coordonnatrice de C14 a dit récemment sur son compte Twitter que la bataille se tourne aujourd'hui à la CENI. Est-ce que vous n'êtes pas écarté complètement de ce que veut le peuple, en tout cas ce peuple qui vous suivait à l'époque? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de trahison finalement qui se mêle à la danse, Fulbert Atisso? Non, je pense que le dernier mot que vous avez utilisé est trop fort. Il n'y a pas eu de trahison. La trahison, les gens vous ont fait confiance sur un point. Bien sûr, la trahison, c'est lorsque... Parce que là, vous vous préparez à rentrer en élection, là. Oui, c'est vrai que avoir fait tout ça, tout ce battage, tout ce rassemblement, toutes ces actions-là qui ont conduit à des morts, à des blessés, pour en arriver à une entrée à la CENI et à des élections, je n'en suis pas satisfait moi-même. Et c'est pour cela que j'accorde, ou bien je suis en accord avec le terme que vous avez utilisé, la déception des populations. Oui, il y a une forme de déception et moi, quand je discute avec les gens, depuis même que j'étais à l'étranger, j'avais pas rompu les canaux de discussion. Les gens nous ont dit, bon, nous n'avons pas fait tout ça pour que vous nous dites aujourd'hui que vous voulez participer à des élections. Encore que depuis 1994, après le début du processus de démocratisation en 1990, il y a eu des élections législatives auxquelles des partis de l'opposition ont pris part. Bien sûr. Des partis de l'opposition ont siégé à des parlements depuis 1994. Mais qu'est-ce qui a changé de fondamental ? Et même de primaire, je ne parlerai pas de fondamental. Qu'est-ce qui a changé dans la vie des gens? Qu'est-ce qui a changé dans le pays? Rien du tout. Et moi, j'écoutais M. Patrick Lawson au plan politique, au plan de la
vie des populations, de la prospérité du pays, rien n'a changé. Peut-être que ceux qui ont participé à ces assemblées ont changé leur train de vie, leur niveau de vie, mais rien n'a changé dans le pays. Et ça, c'est pas moi qui le dis. J'écoutais la dernière fois M. Patrick Lawson, vice-président de l'ANC, qui dit nous avons participé pendant plusieurs années à des assemblées, mais nous n'avons pas changé le pays, nous n'avons pas changé la vie des gens. Les fonctions classiques qui incombent même aux députés, ou en tout cas à un parlement, le contrôle de l'action gouvernementale et légiférer, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a des lois que l'opposition a contribué à faire voter, qui sont des lois qui changent la vie des populations? Il n'y en a pas une seule qu'on peut nous citer. Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui que dans le contrôle de l'action gouvernementale, les députés de l'opposition ont interpellé des ministres et que ça a changé le comportement de ces ministres-là, ça a changé la gouvernance du pays? Rien du tout. Donc rien n'a changé. Donc réduire toute la lutte que nous avons faite aujourd'hui à une question de participation aux élections, pour que des opposants comme nous participent à une assemblée nationale ou à la prochaine assemblée nationale, et puis, bon, voilà, s'octroyer des indemnités, pour moi, c'est une déception. C'est une déception pour les populations qui nous ont soutenus parce qu'elles voulaient quoi? Elles voulaient l'alternance politique. Elles voulaient que le pays change. Et pour moi, quelque chose aurait changé si au moins, à tout le moins, la C14 avait réussi à estorquer du chef de l'État qu'il fasse l'aveu de ne pas se représenter à l'élection présidentielle de 2020. Mais on en est encore loin, mais 2020. Peut-être qu'à la veille, le président Faure Gnassingbé s'y prendra son monde. Je ne suis pas convaincu s'il n'y a pas de rapport de force. Je ne suis pas convaincu tel que j'analyse la vie politique, tel que je les comprends du point de vue de leur comportement, du point de vue de leurs ambitions. Si jamais la C14 ou des groupes constitués au sein du pays ne s'organisent pas pour exercer la pression nécessaire de manière à barrer la route à M. Faure Gnassingbé, je ne vois pas pourquoi il s'empêcherait. Cette pression dont vous parlez est bien différente de la violence. Oh, tout à fait. La pression populaire, c'est les manifestations. Puisque le droit des partis de l'opposition à exercer la pression populaire, c'est dans les manifestations, c'est à travers les manifestations. Donc nous ne parlons pas de violence. D'ailleurs, un parti politique ne fait pas de la violence. Et ça, c'est quelque chose qui est sacré, y compris pour notre parti politique. Et je vais faire référence à ceci. Moi, j'étais à Bamako quand les gens m'ont dit que un de vos confrères, en l'occurrence M. Dominique Aléziou, a dit que au moment où la C14 est en train de dialoguer avec le régime, M. Fulbert Atisso serait au Mali en train de recruter des djihadistes pour venir attaquer le Togo. Ah bon? Oui, c'est un peu passé inaperçu, mais ça a été dit sur une chaîne, et pas des moindres, ni World TV. Il a dit que, alors que j'étais loin de penser à cela, ça n'a jamais été une option. Toutes les options auxquelles moi j'ai adhéré jusqu'à présent, c'est des options de rapport de force populaire. Je n'ai jamais adhéré à aucune option de la violence ou à des options qui associeraient l'utilisation des instruments de violence. Alors, la pression que nous devons exercer sur les prochaines périodes pour déterminer M. Faure Gnassingbé à ne pas se représenter à une prochaine élection, c'est la pression populaire. Je parle de la pression populaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre parti pense qu'il faut retourner sur le terrain. Est-ce que ce peuple à qui vous avez quand même rabattu les oreilles, soutenez-nous, sortez, mobilisons-nous, faisons intervenir justement ce rapport de force pendant plus de 14 mois aujourd'hui, vous le voyez encore prêt à descendre de nouveau dans la rue pour maintenir le rapport de force pour qu'en 2020, par exemple, le président Faure Gnassingbé ne soit plus candidat? Bien Sérieusement. Sûr. Oh, bien sûr. Mais ce peuple est fatigué. Bon. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont encore dans les geôles. Absolument. C'est encore moins que ceux qui sont décédés. Parce qu'il y a d'autres qui sont décédés. Bien sûr. Et il y a d'autres qui sont blessés. La dernière fois, il y en a un qui est venu chez moi à la maison. Il avait 2 béquilles, tout ça, le pied droit bandé. Il voulait de l'argent pour se soigner. Voilà, donc il y a tous ces cas-là. Alors,
là où je suis d'accord avec vous quand vous parlez de déception, avoir fait tout ça, qui a contribué négativement à des décès, à des emprisonnements, à des séquelles, des blessures que les gens ont reçues, pour une simple question de participation aux élections, moi je pense que c'est assez obtus. C'est restrictif pour la lutte que nous avons engagée au mois de septembre 2017. Pour moi, il faut retourner dans le peuple. C'est en cela que j'apprécie le mot d'ordre lancé par le Front citoyen Togo Debout, qui appelle les populations à manifester le vendredi. Oui, tout à fait. La C14 a soutenu cette manifestation, la manifestation de demain, et notre parti, en tant que formation politique, appelle aussi, soutient d'abord cette manifestation et appelle les populations à répondre massivement à toutes ces manifestations-là. Alors, je dis déception, oui, mais d'un autre côté, moi je pense que le peuple reste mobilisé. Quand on voit les mots d'encouragement que la C14 a tous les jours de la part des populations, quand on écoute les réseaux sociaux, comment les gens sont bouillants, comment les gens sont déterminés, pour moi, il y a encore de l'énergie. Il y a de l'espoir. Il y a de l'énergie, il y a de l'espoir. Mais je pense davantage qu'il faut que nous ne nous cantonnions pas dans le débat de court terme. Parce que nous sommes trop dans les débats de court terme. Les débats de court terme, c'est ce qui est en train de se faire. C'est la politique qui est en train de se faire. La participation à une CENI, le recensement électoral, les facilitateurs, la CEDEAO. Moi, j'ai toujours pensé que le dernier mot doit revenir aux populations. Si demain, ce pays doit changer, ça ne viendra pas de la CEDEAO. Ça ne viendra pas des regroupements politiques. Parce que même dans les pays où... Tout le monde est d'accord là-dessus. On va aux élections. Ce n'est qu'à ce prix que les populations ont la chance de s'exprimer. Les élections ne sont pas la solution à la crise togolaise. Ça, nous le disons depuis très longtemps, beaucoup le disent. Quel moyen le peuple pourra s'exprimer véritablement et valablement? Voilà, le peuple, il est souverain. Il a plusieurs modes d'expression. Il peut s'exprimer en estimant que, eh bien, ceux qui exercent le pouvoir ne l'exercent pas bien, eh bien, et qu'ils souffrent, et que les élections ont toujours été traficotées et fraudées, eh bien, je prends mes responsabilités. Un petit peu comme au Burkina? Comme au Burkina, par exemple, comme en Tunisie, comme en Égypte. Le peuple peut prendre ses responsabilités. Et moi, je pense que cette responsabilité-là, on a toujours tendance à croire que ce sont les partis qui doivent la prendre. Ou c'est la C14. Mais non, la C14 ne peut pas donner certains mots d'ordre. La C14 crée le cadre du rassemblement et les populations se déterminent par rapport à ça. Est-ce que vous ne revenez pas finalement sur des critiques formulées au début par certains partis? Je me rappelle de Nicolas Lesson sur nos antennes ici, a dit ce n'est pas normal que cette lutte menée par les populations qui est devant des partis politiques. Parce que vous constituez en ce moment un blocage en réalité. Est-ce que ce n'est pas à ça on vient maintenant? Je n'ai pas compris C'est-à-dire que la quand préoccupation. un parti politique est devant une lutte populaire, c'est un frein pour les populations de s'exprimer véritablement. C'est pour ça que moi je dis, dans les pays de dictature, les partis politiques n'ont pas véritablement fait le changement. Ce ne sont pas les partis politiques qui font le changement. C'est soit la société civile, parce que les partis politiques correspondent un peu aussi à des calculs qui sont parfois partisans, alors que la société civile défend l'intérêt général. Encore que, il faut que ce soit une société civile neutre. Parce que sur les dernières périodes, dans beaucoup d'autres pays comme le nôtre, des hommes politiques se sont cachés derrière la société civile pour faire de la politique. Alors, les sociétés civiles qui sont véritablement neutres et qui sont dans la quête de l'intérêt général peuvent créer le cadre du changement. Les partis politiques créent le cadre des rassemblements. Les populations agissent. Si les partis politiques sont au devant d'une lutte, souvent c'est très difficile. Parce que le vrai problème aussi, c'est que
la plupart ou certains partis peuvent se réclamer de l'opposition, mais développent des accointances avec le pouvoir. C'est ce qu'on voit au Togo. Ça existe au Togo aussi. Nous allons marquer une pause, Philbert Atisso. Ça dure à peine 2 minutes. On se retrouvera, nous continuerons nos discussions. Vous écoutez Radio Taxi FM Lomé à l'heure de Taxi Presse. Notre invité ce matin, c'est Philbert Sassou Atisso. Il est le président du parti Le Togo Autrement. Le Togo Autrement qui a présenté son manifeste samedi dernier à Lomé. Manifeste instaurer la démocratie et la prospérité au Togo. Avant de revenir encore sur ce sujet, je voulais quand même poser cette question par rapport au processus électoral en cours avec l'opération d'enrôlement. Je sais que vous écoutez vos concitoyens, vos militants. Est-ce que c'est une opération qui se déroule très bien, Philbert Atisso? Non, pas du tout. Pas du tout parce que d'abord une opération de recensement comme celle qui a commencé le lundi dernier doit susciter de l'engouement. Moi, j'ai fait un peu le tour, j'ai regardé dans les centres de vote, j'ai pas vu de l'engouement. Il n'y a pas d'engouement. Peut-être parce que vous avez appelé au boycott. Ben justement, nous avons appelé au boycott et nous devons observer et constater si ce mot d'ordre a marché, a fonctionné. Et c'est pour cela que je dis, j'ai fait un peu le tour, j'ai envoyé les gens faire le tour, les gens sont revenus me dire qu'il n'y a pas d'engouement. Donc le mot d'ordre de boycott a marché. Maintenant, je ne sais pas ce que le gouvernement va faire à partir du lundi prochain, parce que ce sera fini. Oui. Si les gens ne sont pas sortis pour aller se faire enrôler dans cette opération de recensement, est-ce qu'il faut continuer la course folle? Bon, voilà, je ne sais pas ce que le gouvernement veut faire. Donc, ça a marché, nous avons appelé au boycott. À juste titre, d'ailleurs. Je pense que ce n'est que justice. Ben, imaginez-vous que nous avons commencé ce processus de sortie de crise. Oui. Il y avait une CENI qui était une CENI de fraude ou à fraude, qui fonctionnait avec un président dont on connaît l'apparentement avec le parti RPT Unir. Et puis c'est cette CENI qui a fixé un chronogramme, qui a fait amener des kits appartenant à la société ZETES de la famille belge Michel. Louis Michel, on sait tout ce qu'il a fait ici, on connaît son affiliation, ses affinités avec notre régime. Son fils est Premier ministre, on sait qu'ils ont de l'envergure, de l'influence. Ils influencent la position de la communauté internationale pour que cette communauté internationale soit favorable à des régimes de dictature. Cette famille a des liens au Togo et au Congo pour se faire de l'argent, et c'est ce qu'elle fait. Et c'est cette famille qui envoie des kits pour qu'on recense les Togolais, la société ZETES. Ces kits-là, nous estimons qu'ils ne sont pas fiables. On les a conditionnés pour ne pas enrôler les militants de l'opposition, pour enrôler des gens qui n'existent peut-être pas, pour faire des fraudes et de la magouille. Le chronogramme qui a été fixé est de l'ancienne CENI. Oui. Les gens qui vont s'asseoir dans les centres de vote qui appartiennent au comité lycée-carte ne viennent pas d'un consensus. Ces gens ont été désignés unilatéralement par la CENI. Nos membres ne sont pas à la CENI et on décrète une opération de recensement. Si vous étiez à notre place, est-ce que vous accepterez de vous engager dans ce processus-là? Nous avons dit non. Nous ne partageons pas ce processus. Nous n'allons pas dans ce processus. Heureusement que lors de la réunion de la CEDEAO du 23 septembre dernier, la CEDEAO a décidé de la recomposition de la CENI. C'est une preuve que la CEDEAO nous a compris. On a décidé de la recomposition de la CENI. La coalition, la C14, a envoyé ses membres à l'Assemblée nationale. On n'a pas attendu que la nouvelle CENI s'installe, discute d'un chronogramme, d'un nouveau chronogramme, d'une méthodologie pour le recensement. Mais on a une date là, le 20 décembre. Il faut faire vite. Est-ce que c'est une date butoir? On a non plus dit que c'est une date indicative. Bon, on a dit qu'il ne faut pas faire non plus du fétichisme de date. Et ça, je le tiens.
du ministre guinéen Tibou Camara, qui a dit ça. Alors, si je veux comprendre le français, ça veut dire que ne tenons pas à la date du 20 décembre 2018 comme étant une date fétiche au-delà de laquelle il va y avoir une catastrophe. Alors, déroulons le processus. Si on peut tenir le 20 décembre, ce sera tant mieux pour tout le monde. Mais si on ne peut pas tenir le 20 décembre et qu'on doit aller encore un peu plus loin pour qu'on ait des élections consensuelles qui ne débouchent pas sur une nouvelle crise, je pense qu'il faut le faire. Alors, il y a une date, on court parce qu'à cette date, on veut faire les choses. Et le raisonnement qu'on développe, c'est que même si on fait les opérations de recensement dans le chronogramme fixé par l'ancienne CENI, il va y avoir a posteriori un audit du fichier électoral. Oui. Oui, mais ceux qui n'auront pas été enrôlés, l'audit va les prendre aussi en compte. C'est ça aussi le problème. Supposons... C'est pour ça qu'il faut accepter que tout le monde soit enrôlé, après on fera l'audit. Oui, mais si les kits sont confectionnés pour que certains militants de l'opposition soient rejetés, ou qu'on ne puisse pas enrôler suffisamment de gens à travers le conditionnement qu'on a fait des choses, à travers la méthodologie qu'on a définie. Mais le kit reconnaît des gens qui appartiennent à l'opposition. Oui, mais pourquoi est-ce que le kit, lorsque les gens y vont et qu'on fait le recensement, nous sommes à Agbalepédo, on dit que vous êtes à Bessou-Zanetimé, là où moi je suis. On comprend que c'est une mauvaise programmation. Mais pourquoi c'est une mauvaise programmation? C'est pour cela que nous disons qu'il faut s'asseoir dans la nouvelle CENI pour reprogrammer les choses. Si tant est qu'on estime que dans l'ancienne programmation, il y a des erreurs, rassoyons-nous pour programmer les choses correctement. Et c'est pour ça que nous appelons au boycott de cette opération de recensement. Nous ne nous reconnaissons pas dans cette opération de recensement. C'est vrai, comme vous le dites, que beaucoup de militants ou de gens sont venus chez moi pour me dire « Ce que vous faites là, est-ce que vous êtes sûr qu'on va reprogrammer encore cette opération de recensement ?» Vous risquez d'avoir des électeurs qui seront forclos, qui seront sur le carreau, et vous irez aux élections. Oui, on a déjà vu ça. On l'a déjà vu, malheureusement. Je suis entièrement d'accord. Et donc vous allez répéter la même chose? Non, on ne va pas répéter la même chose. Heureusement que certains partis sont nés, qui sont de nouveaux partis, avec d'autres méthodes et d'autres exigences. Imaginez par exemple que ce que fait Nicodème Habia, oui, dont je salue le courage, que je salue sur son lit de maladie, c'est quelque chose qui est nouveau, qui n'a jamais été fait. Et ça, c'est une expérience d'un nouveau parti de l'opposition, les démocrates. Oui. Alors, heureusement que de nouveaux partis sont nés, existent dans le landerneau politique, qui n'ont pas participé à l'expérience malheureuse auquel ou à laquelle vous faites allusion, et qui ne sont pas prêts de laisser les choses se faire comme elles se faisaient avant. Pas de réforme, pas d'élection, et puis après on participe aux élections. Un certain nombre d'incongruités dans la vie politique que nous avions observées sur les dernières périodes. Nous, en tant que nouveaux partis politiques, on dit que nous ne représentons rien, mais nous ne sommes pas prêts d'accepter certaines choses, quitte à dénoncer même ce qui se fait ensemble. Moi, je suis prêt de le faire, je vais vous dire la vérité. À dénoncer l'entreprise collégiale, si tant est que j'estime qu'il y a des incongruités qui vont au détriment de la lutte, au désavantage des populations. Heureusement que ça n'est pas encore le cas et que le regroupement auquel j'appartiens, la C14, est encore adoubé par les populations, soutenu par les populations et qu'elle fait les choses d'une certaine façon. Elle appelle au boycott de ce recensement, position à laquelle je souscris entièrement. Jusqu'à quand? Parce que depuis dimanche, vous avez quand même fait connaître à l'opinion vos représentants au niveau de la CENI. On est aujourd'hui jeudi, et l'Assemblée nationale n'a toujours pas statué là-dessus. Où sont-ils aujourd'hui? Vous venez à la CENI ou vous ne venez pas? Ben oui, nous venons à la CENI. Mais où êtes-vous? Ben nous avons envoyé la liste, vous l'avez vu. Nous avons envoyé la liste à l'Assemblée nationale. Ben, écoutez, à l'Assemblée nationale, il y a encore des partis qui gesticulent. Il y a quelques difficultés. Avec l'UFC Avec l'UFC. Est-ce que vous les comprenez à l'UFC? Non, nous ne les comprenons pas. Nous ne les comprenons pas. Ils sont à l'Assemblée nationale, c'est un parti parlementaire.
Oui, mais c'est un parti parlementaire. Pourquoi Mais on a dit 5. Ce que la CEDEAO a dit, je répète, et c'est ce que la loi électorale aussi dit, 5 de l'opposition parlementaire. Est-ce que l'UFC est de l'opposition? Parce que je ne sais pas si en sciences politiques, le concept de l'opposition ou le concept d'opposition a varié ou a évolué. Parce que l'opposition, c'est par rapport au gouvernement. Même parfois en France, quand le chef de l'État est d'un parti et qu'il perd les élections à l'Assemblée nationale, ce sont les partis de l'Assemblée nationale majoritaire qui composent le gouvernement, qui gèrent le pays. Le président est dans l'opposition. Le parti du président est dans l'opposition. Vous voyez le paradoxe. C'est sûr. Voilà. C'est aussi le paradoxe du système semi-présidentiel que nous avons dans notre pays. Nous l'avons dénoncé un peu dans notre manifeste. On va en parler tout à l'heure. Alors, je disais que je ne comprends pas l'UFC parce que l'UFC a passé un accord avec le régime RPT UNIR, accord dont on dit qu'il est en cours. Enfin, on ne nous a pas dit jusqu'à présent que cet accord est devenu désuet. On a dit que l'accord est toujours en cours. Et en plus, l'UFC participe au gouvernement, à la gestion du pays. C'est de notoriété publique. Oui, comment est-ce qu'on peut être au gouvernement et être de l'opposition? Ce matin, justement, sur la question, Isaac Tiakbe, le conseiller spécial de Gilles Olympio, a répondu à peu près. Il dit, nous sommes un parti d'opposition constructive. Nous ne sommes plus dans la contestation systématique. Est-ce que ça ne répond pas à la question? Oui, mais... Parce qu'on a une loi. Et qu'est-ce que la loi dit? Il suffit que, au début de l'exercice, vous déclarez votre appartenance. Ah, ça veut dire que même le parti au pouvoir uni peut dire « je suis de l'opposition ». C'est ce que la loi dit. C'est une proclamation, c'est une déclaration. Et puis, la loi. Il y est. Oui, c'est ça la loi. Cette loi, elle est scélérate. Cette loi n'est pas bien faite. Et c'est ça aussi les imperfections de la loi. Parce que pour nous les juristes, on dit que la loi est l'expression de la volonté générale. Mais dans les pays de dictature, la loi est l'expression des rapports de force qui existent à un moment donné. Et l'ensemble des lois que nous avons sont des lois qui ont été faites par les majorités successives du parti RPT UNIR, et ce sont des lois qui avantagent ce parti-là. Ce ne sont pas des lois qui organisent la vie publique de façon participative et neutre. C'est-à-dire qu'aucun parti n'est l'avantage sur l'autre. Tout le monde part d'un même pied d'égalité. Nous n'avons pas ça. Donc je ne comprends pas Monsieur Isaac Tiakbe. On se connaît très bien. On a eu à faire des débats depuis Paris et même ici. Comment veut-il nous expliquer que en accord avec le parti au pouvoir, en participant au gouvernement, on est en même temps de l'opposition parce qu'une loi dit quelque chose? Eh bien, moi je pense que la CEDEAO telle qu'elle a tranché les choses, la CEDEAO a dit la C14 choisit 5 représentants des partis parlementaires de la C14 qui siègent au Parlement, 2 partis de l'extra-parlementaire et 1 représentant de la société civile proche de l'opposition. Les choses sont clairement définies. L'UFC n'a pas à s'en prendre à nous, mais moi je pense que c'est aussi le parti au pouvoir qui fait ce jeu. Ah bon? Écoutez, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oui, mais pourquoi on ne lui dit pas, vous ne pouvez pas faire ça? Si c'est les autres, on va les réprimer. Si c'est les autres, on se lève, on dit, vous ne pouvez pas. Pourquoi est-ce que vous demandez à Farouk Singbe et à ses amis de dire à l'UFC de ne pas faire ça? Oui, mais pourquoi vous voulez qu'ils répondent de l'UFC? Ils ne répondent pas de l'UFC. Mais l'État a le rôle et la mission de faire appliquer la loi. Et qu'est-ce que la CEDEAO a dit? Pourquoi l'État ne dit pas à l'UFC que ce n'est pas ce que vous faites là, ce n'est pas ce que la CEDEAO a décidé? Pourquoi on ne le lui dit pas?
c'est un partenaire à eux dans l'accord RPT-UFC. Depuis la survenue de ce débat, il y a une question aussi qui est sur le tapis. Est-ce que les accords politiques priment sur les lois de la République? Bien sûr. Mais la CEDEAO dit toujours, à la fin de ce document, bien sûr, conformément aux tests de la République. Bien sûr. Moi j'ai lu des thèses de doctorat en droit, et la question a été largement discutée, où on dit que dans les périodes de crise, dans les périodes de difficulté, lorsqu'on signe des accords politiques, les accords politiques ont prééminence sur la loi interne. Ça, c'est de notoriété publique, je n'invente pas. Les juristes peuvent me contredire. Il y a les lois, il y a la Constitution, mais lorsqu'on veut sortir d'une situation de crise, les accords que l'on fait priment sur les lois. Et il appartient même parfois à la Constitution d'entériner les accords qui sont signés par les partis pour sortir de la crise. Voilà, donc les accords priment sur les lois en période de crise. C'est de notoriété publique. Je veux que les juristes fassent le démenti par rapport à ce que j'ai lu des doctorats de droit, tout ça, et ça a été un débat qui a été fait lors des accords de Marcoussis en Côte d'Ivoire, etc., où on a dit, dans ces périodes-là exceptionnelles d'exception, les accords ont prééminence sur les lois. Il y a eu quand même des désignations des représentants de la C14 au niveau de la CENI. Ils n'y sont pas encore allés. Mais au niveau de votre parti, le Togo Autrement, il n'y a pas de représentants de vous. Est-ce que vous n'êtes pas un parti frustré aujourd'hui? Vous avez dit que nous ne représentons rien. C'est vous les journalistes qui dites ça, non? Pourquoi voulez-vous que on ait des représentants devant des partis qui représentent quelque chose? Vous confirmez alors que vous ne représentez pas grand-chose. C'est vous qui le dites. Moi, je ne le prends pas mal, c'est vous qui le dites. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons vous démontrer que nous sommes capables de représenter quelque chose. Moi, j'ai un passé quand même. Je suis un farouche acteur politique. Je suis une bête politique, je vais dire ça comme ça. Je suis capable de beaucoup de choses, pour vous dire la vérité. Je suis capable à la fois de construire des thèses intellectuelles et d'être sur le terrain pour haranguer les foules. Je suis orateur et tribun. Donc, lorsqu'on dit ça que votre parti ne représente rien, peut-être que nous n'avons pas eu le temps de travailler sur le terrain. Vous savez, nous sommes nés et les coalitions, les exigences des populations quant à l'organisation de l'opposition dans des regroupements pour être fort est intervenue. Oui. Nous n'avons pas eu le temps de travailler. Mais maintenant, nous voulons le faire. Nous voulons travailler sur le terrain. Allons sur ce plan, justement. Puisque samedi dernier, vous avez rendu public le manifeste de votre parti. Comment est-ce que le Togo Autrement se définit aujourd'hui? Vous êtes de la gauche ou de la droite? Non, écoutez, nous sommes loin de ces appellations qui, à notre avis, sont importées. Parce que ce sont des clichés qui correspondent aux sociétés occidentales, qui, à un moment donné, ont créé des idéologies. Les idéologies sont des constructions politiques logiques qui ont été créées à partir de réalités propres à des pays donnés. Pourquoi les Africains sont obligés de plagier ça? Nous ne sommes pas obligés de plagier ces idéologies. Et bon, c'est vrai, moi je constate que en Afrique, beaucoup de partis disent qu'ils sont de la gauche. Parce qu'à une certaine époque, la gauche était à la mode. Oui. Voilà, les partis de droite, c'est les dominateurs, c'est les monstres. Bon, on est de la gauche, on fait des politiques sociales, etc. Bon, et puis la gauche, en Europe, est entrée dans toutes les perversions qu'on a connues. D'abord, Mitterrand est venu au pouvoir en 81, ça a été la déception totale, parce qu'il a été pire que les partis de droite. Et puis, ça a continué jusqu'à présent, et la gauche est entrée dans les perversions. Avec une conception débridée de la liberté, l'adoubement, la légalisation du mariage homosexuel, gay, l'avortement provoqué chez les femmes, la compréhension
de l'homosexualité, et un certain nombre de choses qui pour nous constituent des perversions, des valeurs dans lesquelles nous ne pouvons pas croire en tant qu'Africains. Bon, alors nous pensons que les Africains sont croyants fondamentalement. Et c'est justement parce que nous sommes croyants que les religions monothéistes qui ont envahi aujourd'hui l'Afrique, le christianisme et l'islam, ont trouvé un terreau fertile pour leur implantation. Parce que nous étions déjà croyants en Dieu à travers nos couvents et même à travers nos vaudous. Et donc nous avons puisé notre idéologie politique dans cette croyance africaine-là, dans ces mythes africains, en disant nous pensons que ce qui manque dans notre pays, en Afrique, y compris même dans le monde, c'est l'amour du prochain. C'est l'amour. Oui, c'est l'humanité. C'est cet humanisme que nous n'avons pas. Si j'aimais mon prochain, supposons que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, s'ils avaient cette notion d'amour, est-ce qu'ils excluraient de la répartition des richesses la majorité des populations, ce que nous appelons les exclus aujourd'hui? S'ils avaient cette notion-là, toute la répression qu'ils font et qui ont conduit beaucoup de citoyens dans l'au-delà. Non mais attendez, quand on met en place des politiques publiques, en quoi ça participe à l'exclusion? Quelles sont les politiques publiques? Les politiques publiques que l'État a mises en place, est-ce que les politiques publiques intègrent la capacité pour tout le monde, tous les Togolais, du nord au sud, du sud au nord, à profiter de la redistribution des richesses nationales? Nous avons dit dans notre manifeste que si vous n'êtes pas proche du pouvoir, vous n'avez rien. Oui, c'est ce que vous avez dit. Ben, vous le constatez tout le jour, vous aussi, et même dans votre corporation de journalistes. Ce sont les journalistes qui sont proches du pouvoir, qui sont mieux lotis, qui arrivent à sortir leurs journaux. Les journaux ne se vendent pas, mais les gens arrivent à sortir les journaux parce qu'on a des accointances ici et là. Les opérateurs économiques, vous ne pouvez pas être un opérateur économique prospère si vous n'avez pas de lien avec le parti au pouvoir. Citez-moi un seul opérateur économique prospère qui est de l'opposition. Il n'y en a pas. Alors qu'à une certaine époque, dans ce pays, il y en avait. Moi, je connaissais beaucoup d'opérateurs économiques prospères qui n'avaient pas fait leur richesse en ponctionnant l'État. Allez au Bénin, allez au Mali, allez au Burkina Faso, vous avez des gens qui ont fait fortune, qui sont des milliardaires, Sébastien Ajavon, qui sont des opposants, à qui on n'a pas collé des redevances fiscales qu'ils sont incapables de payer. Et on n'a pas mis à la trousse de ces gens-là des gendarmes parce qu'ils sont endettés à la banque pour aller recouvrer les dettes qu'ils doivent à la banque, etc. Donc c'est l'amour qui doit être à la base. Qui doit être à la base de l'action politique, de la politique. Et cet amour-là, inscrit dans la célèbre formule du Christ, aime ton prochain comme toi-même. Et quand tu aimes ton prochain, tu ne peux pas lui faire du mal. Donc nous disons que le Togo autrement est un parti croyant, est un parti de croyants. Et les gens qui sont animistes... Donc, vous n'êtes ni de la gauche ni de la droite, nous sommes un parti croyant. Nous sommes un parti croyant. Et ce parti croyant qui veut que les prescriptions quant à l'idée de la sacralisation de la vie humaine et quant à l'idée de ne pas faire le mal à autrui doit être inscrit au cœur de l'action politique. Et sur notre adhésion à la forme d'organisation politique de l'État, nous sommes pour la démocratie. Nous ne sommes pas pour la dictature. C'est pour cela que nous sommes en désaccord profond avec ce régime-là. Nous sommes en désaccord profond avec ce régime-là. Ce sont des Togolais, nous sommes des frères, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'ils souscriront à l'idée de continuer à exercer la dictature sur notre pays, à exclure certains de la répartition nationale, nous serons en désaccord avec eux et nous les combattrons. Donc nous sommes un parti démocrate, nous sommes un parti de croyants qui croient à la fraternité et
qui ne croit pas à cette fausse idée nord-sud, nous sommes un parti démocrate croyant. En Europe, peut-être, on parlerait de démocratie chrétienne, oui. Conformément. Oui. En Allemagne, par exemple. En Allemagne, on parlerait de démocratie chrétienne. Mais nous acceptons toutes les croyances parce que nous sommes dans une société de croyances plurielles. Et donc, nous sommes des démocrates croyants. Et c'est pas une question de gauche, c'est pas une question de droite. Pour nous, ces clichés-là sont éculés. Ils sont dépassés et il faut aller vers l'appropriation de valeurs essentielles d'humanisme, d'amour qui manquent pour que le Togo connaisse la fraternité et que le Togo soit gouverné dans l'intérêt de ses populations. On va revenir sur le sujet tout à l'heure en parlant de la vision de votre parti sur l'ensemble des secteurs. Oui. Il semble que la santé, l'éducation, la culture, même le tourisme a des problèmes. Et au niveau de votre parti, le Togo Autrement, vous avez une vision pour cela. C'est pour ça que vous disiez tout à l'heure que vous retournez sur le terrain pour refaire le travail. Absolument, absolument. Vous avez bien fait de le dire que, puisque vous nous le reprochez, je reviens toujours à ça, vous ne valez rien. Et nous allons vous démontrer que nous valons quelque chose. Et même lors des prochaines élections, si tant est que ces élections sont claires et propres, nous serons à toutes les élections. Et vous verrez les performances que nous allons faire. Avant de continuer, Philbert Atisso, vous permettez une minute, nous allons marquer une nouvelle pause. On va faire quand même la place à nos annonceurs, aux annonceurs. Vous savez que c'est eux qui nous font vivre un petit peu. On se retrouve. Il est 12h02 sur Radio Taxi FM Lomé. Avant de retrouver notre invité Philbert Atisso, le président du parti Le Togo Autrement, nous avons au téléphone la rédaction de Taxi FM, Jean-Marie Leblanc pour Taxi Midi. Jean-Marie, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Quel est le menu de Taxi Midi tout à l'heure? Alors, les principales informations à dire, le Togo officialise à partir de ce jeudi l'introduction du vaccin anti-poliomyélitique inactive, et ceci dans la vaccination de routine. La 13e vague des volontaires nationaux sur les rails, qui sont prêtés serment mercredi à Lomé, on en parle dans Taxi Midi. Comment éviter le commerce illicite des espèces de faune et de flore au Togo? Le sujet est au cœur d'un atelier à Lomé. Et puis, jeudi culture sur les traces de l'artiste Adjoli Otuko, alias Otuko. Elle a officialisé son premier album à travers une cérémonie dédicace lundi. Rendez-vous à 12h45 pour le développement de toute cette partie possible. Merci beaucoup Jean-Marie Leblanc. À tout à l'heure. On retrouve donc Philbert Atisso. Alors, racontez-nous tout. Que contient votre manifeste, Philbert? Alors, notre manifeste est assez épais. Pour un manifeste, quand même 62 pages. Oui, j'en ai vu moins dense que ça. Mais je ne sais pas si c'est de meilleure qualité. En tout cas, ceux qui ont eu l'occasion et le temps de le parcourir ont dit que c'est pas mal. Mais déjà, c'est bien que notre parti s'illustre dans le lot comme étant un parti de la conquête et de l'exercice du pouvoir. Nous avons cette ambition. Nous arriverons au pouvoir. Ça, c'est un gage. C'est un pari. Pas à travers un accord politique. Non, à travers des élections. Nous gagnerons des élections et nous arriverons au pouvoir. Ça, c'est sûr. Bon, les gens peuvent se dire que ça va être dans le long terme, mais ça peut être dans le court terme aussi. Alors, nous participerons aux élections. Nous avons cette ambition-là de conquérir le pouvoir. Et nous avons besoin de nous illustrer en tant que parti qui a un projet, qui a une vision de l'État. Et donc, dans le manifeste, nous avons donné notre vision des réformes politiques, des réformes constitutionnelles, des réformes institutionnelles. Et nous avons apporté les innovations. Les innovations essentielles, c'est que d'abord, nous avons dit notre adhésion pour un régime présidentiel, en estimant que ce type
de régime constitutionnel est plus conforme à nos réalités. Oui, peut-être avant que vous ne continuez justement, parce que quand j'ai lu, vous n'êtes pas d'accord par rapport au régime togolais semi-présidentiel. Non, non. Vous préférez le régime ghanéen qui est un régime présidentiel. Tout à fait. Mais pourquoi? Justement parce que en Afrique, le chef gouverne. Quand le chef est élu au suffrage universel, c'est lui le patron. C'est lui le patron. Il exerce le pouvoir. Alors que dans le régime semi-présidentiel, le chef peut être élu au suffrage universel, il partage ses prérogatives avec un premier ministre. C'est ce que vous voyez. Et lorsqu'il y a cohabitation, le président inaugure les chrysanthèmes, c'est le premier ministre qui gouverne. Et même en France, il y a des difficultés lorsqu'il y a cohabitation à partager le pouvoir entre les deux chefs de l'exécutif. Alors nous disons que ce type de régime, d'ailleurs la France est une exception par rapport à ce régime. La plupart des régimes en Europe sont des régimes de type monarchie constitutionnelle. Quand vous prenez la Belgique, c'est une monarchie constitutionnelle. L'Italie, bon, régime où le président inaugure les chrysanthèmes, le président du Conseil, voilà, oui, le premier ministre gouverne. Oui. Quand vous prenez l'Angleterre, parce que ces types de régimes correspondent à leur réalité historique. La plupart des pays européens étaient des monarchies. Donc ils ont réussi à organiser les régimes politiques au travers de leur réalité. Pourquoi nous n'organisons pas les régimes au travers de nos réalités? Alors, régime présidentiel parce que le président gouverne, il est chef, comme en Afrique. On a besoin d'être chef. Pas à la manière de M. Faure Gnassingbé qui est chef absolu. Mais je voulais justement vous dire que est-ce que nous avons en réalité un régime semi-présidentiel au Togo? Non, tout. Nous avons un patron. Nous avons un patron. Et c'est lui qui fait et défait, à qui tout le monde fait allégeance. Présidentiel. Présidentialiste à ce moment-là. Ah. Présidentialiste parce que dans un régime présidentiel, il y a un vice-président dont les attributions sont spécifiées et spécifiques. Il y a un parlement qui a du pouvoir. Ici, le parlement n'a aucun pouvoir. C'est une chambre d'enregistrement. Les opposants y sont, mais ils ne peuvent rien contre la volonté de l'exécutif et de la majorité. Ils sont là pour la forme. Je ne suis pas en train de me moquer s'ils sont majoritaires, de mes collègues. Ils feront bouger les choses. Oui, mais ils ne sont pas majoritaires. Donc ils sont là pour faire le décor, c'est-à-dire compléter le nombre de députés à l'Assemblée. Donc vous voulez un chef? Nous voulons un chef qui gouverne, dont les pouvoirs sont régulés par l'Assemblée nationale, et un vice-président dont les attributions sont spécifiques. Le type de régime dans lequel nous sommes aujourd'hui, parce que vous avez bien fait de dire que nous ne sommes même pas dans un régime semi-présidentiel. Le type de régime, c'est qu'on ne sait pas, le Premier ministre n'a pas d'attribution. Donc c'est un peu un régime de type bizarre. Il faut retourner à un régime présidentiel. Et puis, dans la Constitution, nous avons fait des innovations en disant il faut supprimer le Sénat. C'est une chambre. Il sera budgétivore. Dans les tests, mais on n'a pas de Sénat. Oui, mais c'est dans les tests, donc il faut le supprimer déjà dans les tests. On ne va pas le garder dans les tests sans l'avoir dans la réalité. Donc il faut le supprimer, budgétivore. Le tiers est nommé par le président, donc institution encore sous la botte du chef de l'État. Il faut supprimer la haute cour de justice, parce que la haute cour de justice est juge du chef de l'État et des membres du gouvernement, alors que les parlementaires qui sont issus du suffrage universel, ce n'est pas le cas des membres du gouvernement, sont jugés devant la justice ordinaire. Donc pourquoi ce privilège de juridiction, alors que le droit dit que la justice doit être égale pour tous? Donc il faut supprimer cette injustice-là, la haute cour de justice. Il faut supprimer le Conseil économique et social. Là, nous allons faire sortir M. Nicolas Lawson de ses gonds. Oui, bien sûr, parce qu'il s'est battu pour ça. Vous en faites, vous faites référence à lui tout à l'heure. Oui, mais pourquoi est-ce que vous voulez... Oui, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Parce qu'on dit... il faut peut-être l'activer. Oui, mais on dit... D'abord, il est dans la Constitution, mais il n'existe pas dans la réalité. Oui. Alors, nous estimons que c'est une institution qui donne son avis sur la politique économique du gouvernement. Oui. Alors, quel avis il peut donner? Soit-il entérine? Parce que s'il donne un avis contraire, le gouvernement va dire « Ah, moi je suis issu du suffrage universel, vous êtes déjà nommés
par le chef de l'État, vous voulez vous opposer à quoi? Donc c'est une institution de folklore qui va aller dans le sens de ce que dit le gouvernement. Nous pensons que si le chef de l'État est entouré d'économistes compétents, il peut déjà avoir une bonne définition de la politique économique et aller dans une bonne direction. Le Conseil économique et social est une institution superfétatoire. D'ailleurs, dans les pays où cette institution existe, on ne l'a jamais vu donner un avis, on n'en a jamais parlé. C'est un garage où les chefs d'État mettent les gens qui les ont servis là-bas. Donc c'est une institution budgétivore à qui il faut chercher une place qui va gréver le budget de l'État. Et nous estimons qu'il faut le nettoyer. Voilà, il faut le supprimer. Maintenant, sur les questions de réforme électorale, la CENI, parce que là encore c'est d'actualité, la CENI, nous disons qu'il faut revenir à une CENI civile, pas forcément technique, mais à une CENI composée d'acteurs de la société civile. Il faut dépolitiser la CENI, voilà le vrai mot. Oui, mais vous parlez de la société civile qui est elle-même politisée. Oui, il existe quand même une société civile sérieuse. Qu'on a encore entendue la dernière fois lors de la réunion du comité de suivi, quand on demande aux deux protagonistes de désigner une société civile proche d'eux, là c'est une forme de consécration. Oui, dans tous les cas, même s'il y a des sociétés civiles inféodées, moi je crois aussi dans une société civile neutre. Par exemple, quand je vous prends, vous êtes de la société civile. En tant que journaliste, avec une certaine compétence et une certaine notoriété, vous pouvez officier à la CENI en tant que membre de la société civile. Moi, je ne parle pas forcément des organisations de la société civile. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Okay. Voilà. Alors, donc, la CENI, société civile, mais il faut que cette institution soit inscrite dans la Constitution maintenant, pour lui octroyer plus de légitimité. On ne comprend pas que la HAC soit dans la Constitution et que la CENI qui exerce une attribution parfois plus essentielle n'y soit pas. Donc il faut constitutionnaliser la CENI. Il faut faire en sorte que cette CENI ait un minimum de membres. 7 nous avons proposé. 7 membres. 7 membres c'est suffisant, on n'a pas besoin d'avoir 17 membres pour satisfaire tous les partis politiques. Donc voilà un peu. Nous disons également qu'il faut créer un tribunal qui connaisse le contentieux électoral. Parce que le contentieux électoral porte sur les faits. On a fait telle chose dans tel centre de vote, on a fait ceci dans tel... Ce sont des faits. Alors que la Cour constitutionnelle est juge du droit. Pourquoi on lui défère le contentieux électoral? Ce n'est pas de son ressort normalement. Donc nous disons qu'il faut créer un tribunal pour connaître le contentieux électoral et qui proclame même les résultats des élections a posteriori. Donc il faut décharger la Cour constitutionnelle de cette attribution-là. Nous disons qu'il faut constitutionnaliser un certain nombre de fonctions. Quand on est président de la République, on ne peut plus être chef de parti. Il faut constitutionnaliser et déclarer l'incompatibilité de fonctions de chef de l'État avec les fonctions de chef de parti et les fonctions de chef de société, d'association, de syndicat. Ça, nous disons qu'il faut aller vers ce sens-là. Maintenant, au niveau des institutions, la Cour des comptes, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la Cour constitutionnelle, nous disons qu'il faut dépolitiser toutes ces institutions-là en les recomposant de manière à en faire des institutions neutres et indépendantes, qui ne soient pas dans l'embrigadement du pouvoir politique. Nous sommes dans une société, comment est-ce qu'il faut parler des gens neutres qui occupent ce genre de postes? La neutralité, c'est dans la volonté des gens. On peut vous nommer et on peut estimer que vous êtes proche de ce parti, mais dès que vous venez au sein d'une institution, vous dites « moi je travaille pour le Togo ». Mais le problème avec le parti RPT Unir, c'est que les gens n'ont pas la possibilité, la capacité d'afficher leur neutralité. Il y a une certaine redevabilité finalement qui se dégage beaucoup plus. Et il y a une redevabilité déjà, et il y a aussi
la capacité de ce parti politique-là à exercer une sorte de répression sur les gens qui appartiennent à des institutions et qui ne veulent pas les servir. On l'a vu avec Komi Kouché, ou bien c'est Kofi Kouché. Non. L'ancien président de la CNDH. Ah oui, Kofi Kounté. Excusez-moi, autant pour moi. Kofi Kounté, qui, à un moment donné, a estimé que, il ne pouvait plus. Donc, il a dit les choses de façon claire, il a servi l'intérêt général, et il s'est retrouvé où? Mais c'est lui-même qui est parti, personne ne l'a obligé à partir. Mais on ne l'a pas obligé à partir. Non. Comment on fait pour que les gens partent? Quand vous allez les chercher à la maison avec des armes, quand les militaires débarquent chez lui, quand il reçoit des coups de fil le menaçant, il est obligé de partir. Donc il est parti. Alors je pense qu'il y a aussi la volonté de ce parti RPT uni de garder le pouvoir ad vitam aeternam. C'est là aussi toute la complexité de notre problème. Et je disais la dernière fois que nous arriverons au Togo à sortir de la situation dans laquelle nous sommes si un jour ce parti revient à la raison et dise nous ne sommes pas les seuls qui pouvons rester au pouvoir. La famille Gnassingbé n'est pas la seule famille qui puisse gouverner ce pays. Faisons en sorte que d'autres partis aussi viennent à la tête de l'État pour faire l'expérience de la gestion. Vous avez vu ça où, Philbert Atis? Aucun parti qui est au pouvoir travaille pour que notre parti vienne le remplacer. J'ai vu ça. Quand on est au pouvoir, j'ai vu ça au Mali. Quand on est en opposition, on se bat pour venir au pouvoir. Oui, mais on travaille pour la conservation du pouvoir. Mais déjà, quand on est chef d'État, on travaille pour la conservation du pouvoir pendant 2 mandats. J'ai vu Ibrahim Boubacar Keïta, qui a été au pouvoir de 2013 à 2018. Oui. Il a organisé des élections et il s'est arrangé, comme les partis au pouvoir savent bien le faire, pour garder. Il garde le pouvoir en 2018. En 2023, il sera parti. Oui. Mais pourquoi ici, on ne peut pas faire autant? Conserver le pouvoir, mais dans une sorte de temporalité, dans la temporalité. Mais ici, on veut conserver ad vitam aeternam, en utilisant des artifices de toutes sortes. Et le seul schéma pour eux, c'est que si vous n'êtes pas capable de nous chasser du pouvoir, eh bien nous ne lâcherons pas. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Nous le faire allusion à ce que Christian Trémont avait déclaré récemment. Prenez les armes. Moi je ne veux pas considérer les propos des gens. D'accord. Non, je ne prends pas les propos des gens. Moi je prends l'expression de la volonté générale d'un parti de conserver le pouvoir. Alors que le vrai problème dans notre pays, le Togo, c'est le fait que nous n'avons pas encore réussi à réaliser le consensus minimum autour d'un contrat social, la démocratie. Le meilleur contrat social aujourd'hui, c'est la construction démocratique. Et dans la construction démocratique, il y a l'alternance politique. Mais le problème avec le Togo, c'est que l'acceptation même que nous devons construire une démocratie avec une alternance fait problème au niveau du RPT uni. Et c'est ça que le grand juriste allemand Carl Schmitt appelle l'unité politique. Il dit que pour qu'un pays ait la stabilité, pour qu'un pays puisse connaître la paix, il faut que l'ensemble du corps social adhère à un consensus autour d'un contrat social. L'unité politique, la société civile, les acteurs politiques, les opérateurs économiques, tout le monde accepte une orientation politique de l'État. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui. Oui, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que nous sommes dans 2 orientations différentes. Nous avons un parti RPT Unir qui est au pouvoir, dont l'ambition est de conserver le pouvoir, enfin de se conserver, pendant tout le temps. Et on vous dit, nous nous conservons parce que nous gagnons les élections. Vous devez tout faire pour gagner les élections. Or, on sait que vous ne gagnez pas les élections, vous les volez. On les connaît, c'est des pervers. Ils n'ont jamais gagné des élections. Comment ils peuvent gagner des élections lorsque, quand on fait des élections législatives, les voix
que le parti RPT Unir a par rapport aux voix de l'opposition. Les voix de l'opposition dépassent les voix du parti RPT Unir. C'est vrai qu'ils ont organisé le découpage pour qu'ils aient plus de députés à l'Assemblée nationale, mais ceux qui ont plus de voix que vous à toutes les élections législatives, lorsque vous organisez les élections présidentielles, c'est vous qui les gagnez. Quel paradoxe? C'est des pervers à n'en plus finir. C'est pour cela que quand on mettra tout ce que vous déclinez là, quand on les mettra ensemble, on devrait avoir un Togo démocratique qui nuira de prospérité. C'est ça? Oui, c'est ça. Alors, si ce manifeste que nous avons écrit, oui, tout ce qui est contenu, inscrit dans ce manifeste, si nous pouvons l'observer, eh bien le Togo connaîtra la démocratie qui est la forme d'organisation sociale que souhaite le peuple, et la prospérité, le fait que les populations puissent vivre décemment et avoir le loger, le nourrir et le vêtir. Mais ça, c'est trivial, c'est des choses triviales, et c'est ça l'ambition de l'État. Et les partis politiques ont vocation à accéder au pouvoir, à conquérir le pouvoir pour réaliser ça. Consolider la démocratie, construire la démocratie, qui est une construction infinie. Les États européens n'ont pas fini, ils sont en train de perfectionner. Nous n'avons même pas encore accepté cette forme d'organisation, ce contrat. Et maintenant la prospérité, on est fier que les autres souffrent, soient exclus du partage des richesses, ils sont au pouvoir, ils volent l'État, ils font ce qu'ils veulent, et ils sont contents de voir les autres souffrir. Fulbert Atisson, nous allons maintenant permettre à nos auditeurs, ceux qui nous écoutent et aimeraient bien vous interroger sur vos prises de position, de nous contacter sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59 pour le direct. Ou si vous souhaitez rester dans l'anonymat, mais vous nous donnerez quand même votre nom, nous envoyez un message au WhatsApp, c'est sur le 90 71 49 62, et cet auditeur de déclarer. Ah, il y a un qui est au téléphone qu'on va prendre. Allô? Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Monsieur Atis, ce soir, bienvenue. Merci beaucoup. Monsieur Maglo? Oui, c'est Monsieur Maglo. Nous vous écoutons très rapidement. Monsieur Atis nous a manqué beaucoup. À un moment. Merci beaucoup. J'ai cru qu'il a pris la poudre d'escampette. Oh non, pas du tout. Oui, donc sois le bienvenu, c'est pour la bonne humeur. Je vous accuse, que cela ne vous étonne pas, je vous accuse d'avoir dit tout haut ce que nous tous nous pensons tout bas. Au début, vous disiez que la lutte qui a débuté le 17 août 2017 n'était pas ce que nous voyons aujourd'hui. Ça a pris une autre allure, n'est-ce pas? Oui. C'est ce que vous disiez. Au début, on réclamait le retour de la Constitution, les réformes, etc., etc. Mais aujourd'hui, on tend vers les élections législatives. C'est bien ça? Oui. Je voudrais vous dire que, d'ailleurs, vous ne nous apprenez rien. L'initiateur du 17 août avait dit que lorsque le pouvoir a fait appel à la communauté internationale, en l'occurrence à la CEDEAO, l'initiateur a dit qu'ils n'ont pas fait ce mouvement pour aller à un dialogue. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cela. Il a dit, Kiki Assadam a dit qu'il ne lutte pas pour aller aux élections. Oui. Et ça a tout son sens. Aujourd'hui, nous savons, vous avez dit que vous êtes adhéré au C14 de votre propre gré. C'est un mariage. Et un mariage, c'est pour le pire et le meilleur. Quand le pire vient, il faut l'assumer. Je pense que vous ne voulez pas l'assumer. Tout le monde, tous ceux qui sont là, ils ne sont pas contents de la ligne où les choses vont. Ils ne sont pas contents du tout. Si vous demandez à certains de ces 14, ils ne sont pas d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a? Les militaires disent, c'est le terrain qui commande l'action. Et vous avez bien illustré la chose. Nous sommes en face d'un pouvoir qui veut à tout moment conserver ce pouvoir-là. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Vous donnez une solution, vous dites, il faut la lutte, il faut un rapport de force. La force contre la force, ça donne quoi? Qu'est-ce qu'on va faire actuellement? Donnez-nous la recette. Très bien. Souvent,
Vous avez l'habitude de dire qu'il faut qu'il y ait des rapports de force. Des gens qui sont armés jusqu'aux dents avec leurs milices. Et ceux qui, qu'est-ce qu'ils vont faire? D'accord. Monsieur Maglo, la recette. Comment faire pour établir ce rapport de force? Monsieur Maglo, moi je n'en vois pas. Nous avons compris votre question. Merci de nous avoir contactés. On va laisser maintenant Fulbert Artiste de vous répondre. D'abord, je voudrais dire merci à Monsieur Maglo, qui a dit que j'ai manqué d'une certaine façon sur les antennes et que il y avait quand même une opinion qui manquait dans l'espace public. Donc je le remercie pour ça. Il a dit des mots gentils à mon endroit. Merci beaucoup. Et il a dit une chose qui est essentielle, que l'initiateur de la marche du 19 août, qui a conduit à la formation de la coalition, a dit qu'il ne faisait pas ça, il n'a pas fait tout ça pour qu'on aboutisse à un dialogue et à des élections. Bon, la réponse, il a le donné lui-même, c'est le terrain qui commande la lutte. Bon, au final, le dialogue s'est imposé et la personne à qui il fait allusion a accepté d'aller au dialogue. Et aujourd'hui, il y a eu une feuille de route et son parti a décerné une certaine satisfaction à cette feuille de route-là. Et son représentant doit être à la CENI aujourd'hui. À la CENI, très bien. Voilà. Alors, ce que M. Maglo dit, il dit que faire? L'éternelle question de Lénine. Que faire? En politique, quand on dit que faire, ça veut dire qu'on est dans une situation d'impasse, de difficulté. Il dit, je parle de rapport de force. Qu'est-ce à dire? Devant des gens ou un pouvoir qui est armé. Comment avons-nous fait pour arriver à leur imposer l'histoire qui est en cours de se traduire dans la réalité? Il y a aussi un autre auditeur qui dit, est-ce qu'on crée un parti politique pour conquérir le pouvoir par les urnes et puis vous demandez au peuple de se prendre en main par la rue? Comment c'est possible? Alors, voilà. D'abord, je voudrais dire à Maglo que lorsqu'on parle de rapport de force, on ne parle pas de guerre. En tout cas, on ne parle pas de guerre physique. Parce que la politique elle-même est définie comme étant une guerre sans effusion de sang. Oui. Alors, le rapport de force, c'est la capacité pour les contestataires de la gouvernance dans un pays, à un moment donné, d'amener les populations à opposer une résistance et une résilience à la capacité de répression du régime. Très bien. C'est ça qu'on a fait à partir du 19 août 2017. Une sorte de résistance. De résistance et de résilience qui dépasse la capacité de répression du régime. Et c'est à ça qu'il faut revenir encore aujourd'hui. D'accord, nous allons prendre notre auditeur au téléphone. Allô? Ah, il est parti. Il y a un autre qui nous dit que malgré tout, la CENI continue les travaux. Quelle serait la conduite à tenir après ce travail bâclé de la CENI? C'est son interrogation, vous allez répondre tout à l'heure. Mais il y a un autre auditeur au téléphone. Allô? Bonjour, monsieur Eric Lator. Oui, bonjour, mon grand citoyen. Comment allez-vous? Ça va bien, monsieur Eric Lator. Quel est votre nom? Monsieur Kossi de Pepota. Nous vous écoutons, monsieur Kossi. J'aimerais encourager monsieur Fulbert Artiste du courage à eux. Bon, le problème est que nous, les Togolais, nous sommes sortis le 19 août pour les réformes. Mais on constate que jusqu'à présent, les réformes ne sont pas faites. Mais on prépare les élections. Mais on est choqué. Donc la lutte, c'est pour les réformes. Réformes d'abord avant les élections au Togo. Mais sans les réformes, les élections n'aboutissent pas à la solution, à la crise que le Togo connaisse. D'accord. Donc c'est mes contributions. Très bien. Monsieur Kossi, merci de nous avoir appelés. Il y a d'ailleurs le révérend père Pierre-Marie Fognon qui déclarait encore cette semaine que tout processus électoral sans les réformes préalables revient à mettre à nouveau le pays en crise. Absolument. Vous êtes d'accord avec lui? Absolument. Je suis entièrement d'accord avec... Parce que monsieur Kossi dit, oui, les populations se sont levées pour les réformes. Alors, je veux aller plus loin pour dire que nous ne sommes pas sortis pour les réformes. Quand vous voyez un peu dans les revendications que nous avons posées, nous sommes sortis pour l'alternance. Le retour à la Constitution?
Oui, parce que l'alternance est au-dessus des réformes. Les réformes conduisent à l'alternance, ça c'est vrai, mais nous voulons que ce pays change demain. Ceux qui dirigent, qu'ils cèdent la place à travers un processus régulier à d'autres que les populations auront choisi. Alors, on est sorti pour les réformes, bien sûr, mais jusqu'à présent, les réformes ne sont pas faites. Oui. Parce que, chemin faisant, les rapports de force, ce que j'ai appelé les rapports de force, se sont déséquilibrés, encore un peu. Aujourd'hui, on a le sentiment que c'est le parti UNIR qui a la faveur des rapports de force. Mais ça va encore changer. C'est ça que le parti UNIR ne comprend pas. Le ministre il n'y aura plus un autre 19 août. Non, il se trompe lourdement. Il est venu à la politique togolaise quand il n'a pas honte de se faire la vedette et tout ça. Pourquoi ça? Ça a commencé depuis 63. Nos parents, etc. On a vu les Ailés, les Laclés, tout ça, les Bojona et Kofi Panou, etc. Bon, il a intérêt à faire un peu doucement parce que l'histoire rattrape toujours. Et ce pays va changer. Quand on a aujourd'hui le vent en poupe, la faveur des rapports de force, il faut penser à demain. Où est-ce que je vais être demain? Qu'est-ce que je vais devenir, etc. Très bien. Parce que ça va changer. Si vous avez la chance de ne pas avoir des gens empreintes de ce que nous appelons d'amour, on peut vous créer des ennuis demain. Donc on a intérêt à faire attention. D'accord. Il y a un autre auditeur. Allô? Monsieur Rick, bonjour. Bonjour, mon grand citoyen. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Très bien. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Comine. Monsieur Comine, nous vous écoutons. Je veux dire à notre invité qu'il nous faut un travail de changement de mentalité. Et à Lomé, ça a l'air de changer, mais à l'intérieur, ce n'est pas le cas. Et j'ai pu aussi constater que dans l'opposition, il y a trop d'orgueil. Il y a beaucoup d'orgueil, de telle enseigne qu'il faut une assise nationale de l'opposition pour que à chaque fois, face à la dictature, que le dictateur ne trouve pas dans l'opposition des béquilles pour pouvoir avancer. Ça a été toujours le cas depuis des années et cette année encore j'ai pu remarquer ça. À ce jour, hier ou bien avant-hier, vous discutez du cas UFC. Oui. Et certains de vos collaborateurs se positionnaient sur les articles du code électoral. Je me suis amusé à prendre le code électoral et je l'ai ici devant moi. J'ai utilisé l'article 12, j'ai utilisé l'article 14 et j'ai utilisé aussi l'article 15. En voyant l'esprit de ces articles, l'UFC ne peut pas se prévaloir encore de l'opposition. Lorsque nous retournons en novembre 2017 et le gouvernement a composé la CENI, on dit, en cas de démission, de décès, d'empêchement définitif de membre, il est prévu sans délai son remplacement suivant la procédure prévue par l'article 14. Ça, c'est l'article 15 que je viens de lire. L'opposition parlementaire, à qui on avait réservé des sièges, avait dit qu'il n'arriverait pas à cette CENI-là. Donc ça veut dire que c'était un empêchement définitif. Et si l'UFC était une opposition parlementaire, il pouvait se prévaloir de l'article 12 qui dit 5 membres désignés par l'opposition parlementaire. S'il savait qu'il était UFC, membre de l'opposition parlementaire, il pouvait utiliser le canal-là pour désigner les 4 personnes au titre de l'opposition parlementaire, capables, compétents, d'une probité pour remplacer les 4 sièges. D'accord. Pour avoir au moins 17 et continuer avec le quorum. Ils ne l'ont pas fait. Maintenant, si les autres trouvent dans l'opposition, par consensus, 5 autres personnes pour représenter l'opposition parlementaire, il ne peut pas encore revenir dire qu'il fait partie de l'opposition parlementaire. D'accord. Monsieur Comlan, merci beaucoup d'avoir donné votre avis sur ce sujet. Je ne sais pas si Fulbert Atisso veut placer un mot là-dessus. Mais avant, peut-être il y a un auditeur qui aimerait savoir à quand la divulgation de votre manifeste, le manifeste de votre parti, où est-ce qu'on peut le trouver.
Je ne sais pas si vous pouvez en parler. Oui, nous sommes en train de le divulguer. Il est sur les réseaux sociaux et puis ensuite nous avons imprimé un certain nombre d'exemplaires. S'il veut prendre contact avec nous, il peut avoir un exemplaire, il n'y a pas de problème. Un autre auditeur, le dernier d'ailleurs, au téléphone avec nous ce matin. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Alors, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est Roger. Nous vous écoutons, Roger. Nous vous écoutons. Je salue monsieur Philbert. Bonjour. Bon courage. Hein? Merci. Bien. D'abord, je voudrais profiter pour m'adresser aux gens de l'UFC. Bon, ils n'ont qu'à faire beaucoup attention. Ils risquent de montrer leur vrai visage aux Togolais. Parce que le truc là, c'est tout à fait logique. Et on lutte pour l'intérêt du peuple. Et non pas pour aller gagner des sous ou bien pour son propre prestige. Monsieur Romao est un cousin, seulement moi je ne suis pas Romao. C'est pour ne pas mettre les soupçons sur un autre Roger Romao. Bien, parenthèse fermée. Oui. Secondo, je voudrais par votre entremise conseiller aux gens de C14 de faire tout pour que, au niveau des institutions de la République, là, que les décisions dorénavant soient prises par vote à bulletin secret. Toutes les décisions qu'on va prendre. Au niveau de C14 comme ça. Pourquoi? Les gens de unir même. Parce qu'ils ne sont pas tous des têtes brûlées. Hein. Il y en a qui sont de bonne foi. Seulement, comme vous l'aviez déjà dit, il y a une pression qui fait qu'ils ne peuvent pas librement s'exprimer. Donc, qu'on leur permette de s'exprimer librement pour vraiment sauver l'intérêt de ce peuple. D'accord, très bien. Par bulletin, voter à bulletin secret. Merci. Monsieur Roger, merci de nous avoir contactés. Nous allons finir. Je vais, avec l'accord de Philbert, quand même lire quelques messages très rapidement. Bien Il y a un auditeur sûr. qui dit, je pense qu'il s'adresse à vous, nous sommes fatigués, nous voulons avancer, vous avez échoué, parlant peut-être de l'opposition tout entière. Il y a un autre auditeur qui dit, qui aimerait juste savoir si vraiment l'opposition est responsable de ce qu'elle est. Il vous salue au passage. Oui. J'aimerais remercier Philbert Atisso et dire que l'UFC a tout simplement mangé son totem, je pense, qu'ils peuvent rester à la CENI à partager le siège avec RPT Unir. Un autre auditeur, il s'appelle Mesmer. Qu'est-ce que le recensement? Est-ce que le recensement sera refait, dit l'auditeur? Il y a un autre qui dit qu'il s'inscrit. En tout cas, il dit que le peuple togolais doit rester mobilisé à travers des marches pour empêcher une fois encore des fraudes électorales. Un autre auditeur qui dit qu'il s'inscrit, je m'inscris pour le manifeste de Togo autrement, justement. Et on va finir là-dessus pour conclure. Bon, alors, d'abord, je voudrais dire, celui qui parle de vote au sein de la C14, je ne sais pas à quoi il fait allusion, j'ai pas bien compris ça. Je voudrais remercier tous ceux qui sont intervenus, qui ont fait de bonnes propositions, allant dans le sens de la construction de la démocratie. Maintenant, moi, je voudrais réitérer deux appels. L'appel de la C14 au boycott du recensement qui est en cours, l'appel de la C14 au soutien de la marche du Front citoyen Togo Debout. Notre parti lui-même appelle les gens à sortir massivement pour cette marche. Et puis ensuite, je voudrais dire que notre manifeste est un document de qualité. Je me permets de danser, de m'apprécier. Les gens doivent l'approprier. C'est la vision d'un parti sur l'ensemble de l'État. Un parti qui est résolument engagé à apporter des solutions aux problèmes du Togo et à conquérir le pouvoir et à l'exercer. Philbert Atisso, merci d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle juste que vous êtes le président du parti politique Le Togo Autrement. Le Togo Autrement qui appartient donc aussi jusqu'à ce matin d'ailleurs. Peut-être que... Oula
En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, le Togo autrement est toujours membre de la coalition de 14 partis, au-delà, n'est-ce pas, des petites critiques formulées à l'endroit quand même des démarches. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à Emmanuel Afangwe qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Saint-Henri Gator. Nous saluons toute la diaspora qui nous écoute fidèlement et religieusement chaque jour à l'antenne. Tout à l'heure à 12h45, vous retrouverez Jean-Marie Leblanc pour le journal Parler sur la radio. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.